Alors, bonjour à tous. Je tiens à remercier, en fait, l'Institut canadien du droit des ressources. C'est vraiment intéressant d'être ici et je remercie aussi Paul, qui a l'habitude de m'inviter chaque automne, je crois, lors de des conférences qu'elle organise. C'est toujours un plaisir de revenir à l'Université Laval, où j'ai quand même fait ma maîtrise il y a quelques années, hein, quand même. On m'a demandé de parler du système de plafonnement et d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre ici au Québec. Alors, évidemment, c'est un sujet extrêmement intéressant, je crois, surtout dans la foulée de ce qui a été dit ce matin. Ça introduisait très, très bien, en fait, ce qui va se passer cet après-midi, puis où il va y avoir plus des exemples plus spécifiques de ce qui a été fait dans certaines provinces. Alors, j'ai un plan sommaire, là. Je vais, évidemment, le SPED, c'est un système qui est quand même très, très complexe. Et même moi, je ne suis pas au quotidien tout ce qui se passe dans ce dossier-là. Donc, je vais m'en tenir aux plus grandes lignes pour vous donner une idée de comment ça fonctionne. Donc, je vais vous présenter brièvement le système, vous parler également de son fonctionnement. Le système de plafonnement et d'échange québécois fonctionne, c'est-à-dire le marché du carbone a été mis en commun avec celui de la Californie dans le cadre d'une entente avec la Californie qui a été conclue en 2013. Donc, je vais vous parler brièvement de ça. Également, en fait, il y a eu l'Ontario qui s'est joint au marché du carbone et donc il y a eu après ça une entente tripartite qui a été conclue et qui est toujours celle qui est en vigueur en ce moment, même si l'Ontario a annoncé qu'elle allait se retirer. Il reste que l'entente tripartite est celle qui unit dorénavant donc le Québec à la Californie. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai quelques diapos aussi sur le contenu de cette entente-là, puisque c'est elle maintenant qui régit, en fait, ce qui se passe entre le Québec et la Californie, et la Californie au niveau du marché commun. Je vais, conclure avec certains enjeux de la mise en œuvre, les genres de questions que ça peut soulever. Voilà. Alors, juste ici pour vous rappeler, juste une petite diapo pour dire où le Canada s'en va finalement. En termes d'émissions, vous avez donc depuis 90 jusqu'à 2000, je crois que ça c'est 2016 à peu près, ou 2015, mais vous voyez les émissions canadiennes et vous voyez les deux cibles qui ont été fixées par le gouvernement canadien. Donc, la cible de 2020 de 17 par rapport, donc le petit point qui est là, et l'autre, là, c'est la cible de 2030. Donc, ça, c'est là où le Canada cherche à aller, donc vers la cible de 2030 pour respecter l'accord de Paris. Et là, bien, vous avez les provinces, donc on en a parlé, les provinces ont différents systèmes. Certaines vont être forcées par la loi fédérale, éventuellement, donc avec le nouveau régime de taxation du carbone. D'autres provinces ont déjà pris donc des mesures et le Québec est parmi celles-là. Donc, le Québec, vous voyez, il y a eu quand même une diminution des émissions depuis 1990. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on se situe. Alors, qu'est-ce que le Québec a fait? Donc, c'est essentiellement de mettre en place un système de plafonnement et d'échange de droits d'émission. Ça a été fait. Alors, tout ça est prévu par la législation provinciale et donc loi, règlement qui s'appliquent et qui bénéficient en fait de tous les mêmes tous les modes d'enforcement, si vous voulez, ou de respect, plutôt en français. Donc, sanctions éventuellement pécuniaires, administratives, sanctions pénales. Donc, je n'entrerai pas du tout dans le détail de ça, mais ça bénéficie bien sûr du régime juridique habituellement applicable quand il s'agit d'une loi et de règlement. Donc, c'est en 2009 que l'Assemblée nationale du Québec a adopté le projet de loi qui modifiait la loi sur la qualité de l'environnement, qui est la loi générale en matière environnementale au Québec, pour introduire en fait les dispositions nécessaires pour la mise en place d'un système de plafonnement et d'échange. En 2009 également, je crois, on a adopté, donc, déjà le Québec avait comme enligné ses objectifs de réduction des émissions sur ce qui se faisait en Europe, en fait, dans l'Union européenne, et a donc annoncé, a pris une cible par décret de diminuer de 20 les émissions sous le niveau de 1990 en 2020. Ouais. Donc, c'est toujours la cible applicable à l'heure actuelle.
Il y a eu, donc, plus tard, le système comme tel a vraiment été, par contre, mis en place par le règlement qui prévoit tous les détails. Donc, le règlement concernant le système de plafonnement et d'échange de droits d'émission, qui a été adopté en 2011. Et c'est ce règlement-là qui prévoit toutes les composantes, en fait, du système de plafonnement et d'échange. Donc, déterminer les émetteurs assujettis, les conditions d'inscription au système, les conditions de délivrance, d'utilisation des droits d'émission, des transactions également. Parallèlement à ça, on a aussi adopté un autre règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l'atmosphère parce que pour déterminer les émetteurs assujettis, ça dépend de la quantité de gaz à effet de serre qui sont émis par des installations données là, ou des émetteurs donnés. Donc, certains ne sont pas assujettis parce qu'ils n'émettent pas assez de gaz à effet de serre pour être assujettis par le système. Alors, tout ça est évidemment contrôlé par un système de déclarations qui sont des déclarations, donc des émissions de la part de différents émetteurs. Et ces déclarations-là doivent être vérifiées également. Donc, tout ça assure que, et c'est fait donc avec toutes les... Évidemment, c'est très complexe, là, la déclaration des émissions, puis comment calculer, puis tout ça. Donc, je ne suis pas du tout familière avec ça, mais c'est fait en vertu des différents protocoles qui existent au niveau international aussi, donc selon les règles de l'art reconnues en la matière. Alors, le système de plafonnement et d'échange, par contre, n'est pas le seul. Il peut y avoir beaucoup d'autres mesures qui peuvent être prises au Québec pour atteindre des objectifs de réduction. Et un des bénéfices d'un système de plafonnement et d'échange est qu'il permet de recueillir des fonds parce que les droits d'émission, les émetteurs assujettis vont avoir à se les procurer auprès du gouvernement. Et ceci génère donc des revenus pour le gouvernement. Alors, on a créé le Fonds vert qui existait déjà, en fait, mais qui s'approvisionne en partie de ce que ça coûte pour acquérir les droits d'émission par les émetteurs assujettis. Mais il y a d'autres choses aussi qui peuvent entrer là, pour garnir le Fonds vert. Mais on prévoit là, que ça devrait générer le Fonds vert devrait avoir environ 3 milliards de dollars d'ici 2020. Alors, cet argent-là n'est pas comme redistribué aux émetteurs assujettis, mais fait l'objet de différentes mesures qui peuvent être prévues par le Fonds vert et certaines de ces mesures-là, bien sûr, peuvent aller dans le sens de réduire encore davantage les émissions de gaz à effet de serre. Alors, je ne serai pas dans le détail de ça, puis je suis moins familière avec tout ce qui se fait à l'aide du Fonds vert, mais il y a toutes sortes d'autres mesures dont on entend parler, bien évidemment, régulièrement dans les médias, comme par exemple soutenir le développement des transports collectifs, la voiture électrique, encourager évidemment le développement de nouvelles technologies. Donc, tout ça, évidemment, le fait d'avoir un fonds qui puisse aider, ça contribue à mettre en place éventuellement d'autres mesures, toutes sortes d'autres mesures qui peuvent exister parallèlement avec un système de plafonnement et d'échange. Donc, c'est loin d'être exclusif, si vous voulez. Alors, comment ça fonctionne? Donc, maintenant, le SPED, alors, c'est par un système on en a parlé ce matin, de plafond. Donc, c'est ça qui est important à comprendre. Il y a un plafond qui est fixé par le gouvernement, qui reflète en principe les objectifs à atteindre. Et donc, c'est un plafond annuel d'émissions qui est autorisé et qui va être traduit par des unités qui vont être mises en circulation par le gouvernement. Donc, tout ça doit être décidé au niveau gouvernemental, au niveau donc, du gouvernement du Québec. Donc, il y a eu par un décret des plafonds annuels qui, évidemment, qui diminuent. Il y a eu... on a ajouté des émetteurs pendant la durée. Donc, à un moment donné, les émissions, le plafond a un peu augmenté parce qu'il y avait plus d'émetteurs assujettis à une certaine année, mais globalement, on réduit. Même chose pour, après ça, on a déjà établi les plafonds pour la période jusqu'à 2030, donc, parce qu'on va continuer vraisemblablement, là, évidemment, il y a un changement de gouvernement, on va voir, mais si on continue toujours avec le système de plafonnement et d'échange, il y avait déjà un décret qui prévoyait donc les plafonds pour la période 2020-2030. Donc, l'idée est de réduire progressivement la quantité de droits d'émission qui sont en circulation et
et les émetteurs assujettis doivent détenir. Ça est joint avec une obligation de couverture, donc prévue dans la législation applicable. Et donc, les émetteurs assujettis doivent, au fil de périodes successives, des périodes de conformité, donc remettre, si vous voulez, au gouvernement ou détenir dans un fonds, puis qui est après ça, et les droits, détenir les droits qui leur permettent de couvrir les émissions qu'ils ont déclarées pour les années visées. Donc, et c'est comme ça, donc ce n'est pas une obligation de se conformer à un certain niveau, c'est une obligation de remplir l'obligation de couverture, donc de détenir les unités qui permettent finalement qui couvrent les émissions qui ont été émises pendant une certaine période de temps par un émetteur assujetti. C'est quand même un système qui, au Québec, couvre quand même à peu près, là, c'est une évaluation comme ça, mais à peu près 80 des émissions totales de gaz à effet de serre. Donc, c'est quand même, ça couvre beaucoup des émissions. Ça vise environ 110 entreprises. Je ne sais pas si mes données sont encore... ça fait quand même 2 ou 3 ans que j'avais préparé ça, puis je n'ai pas eu le temps de tout vérifier. Mais ça couvre un certain nombre là, d'émetteurs assujettis dont je vous parlerai tantôt. Alors, les émetteurs assujettis, donc, pour en parler, il y a différentes catégories d'émetteurs assujettis. On a rajouté d'ailleurs récemment, là, il y a quand même assez souvent des modifications réglementaires dans le règlement applicable. Mais essentiellement, je vais me limiter à mentionner les 2 grandes catégories là, qui sont les émetteurs assujettis. Donc, il y a les émetteurs industriels et c'est les personnes ou les municipalités qui exploitent un établissement dont les émissions de GES sont égales ou supérieures à 25 000 tonnes de CO2 équivalent. Là. Donc, ça comprend, en fait, les grandes entreprises industrielles comme les cimenteries, les alumineries, les producteurs d'électricité, donc qui sont visés qui sont obligés, en fait, sont des émetteurs assujettis, donc sont visés par cette obligation-là de couverture. On a rajouté, donc, c'est pour ces émetteurs-là, à partir de 2013, pour la première période là, de conformité. Pour 2015-2020, on a ajouté le secteur de la distribution des carburants et des combustibles fossiles. C'est donc la raison pour laquelle on couvre 80 des émissions au Québec. C'est que tous les distributeurs de carburants, donc ça vise tout le monde qui utilise la voiture, par exemple, parce que les distributeurs de carburant, à partir du moment où ils distribuent plus de 200 litres d'essence, ils sont obligés de se couvrir aussi, c'est-à-dire d'obtenir les unités qui sont nécessaires à l'obligation de couverture. Donc, ça a été ajouté. À côté de ça, là, pour ce qui est de la participation au marché du carbone, il y a d'autres personnes qui peuvent participer. Il y a bien sûr les émetteurs assujettis sont obligés de participer parce qu'ils ont une obligation de couverture, mais la réglementation prévoit que pour participer au marché du carbone, il peut aussi y avoir des participants volontaires. Donc, on peut s'inscrire. Vous et moi, on pourrait s'inscrire comme participants. On pourrait décider d'acquérir des droits d'émission et de les échanger sur le marché du carbone. Il y a aussi la réglementation là, pour ceux qui émettent les émetteurs assujettis, c'est-à-dire les entreprises qui ne sont pas des émetteurs assujettis, donc pas obligés d'acquérir les unités, mais il y a ceux qui, dans ce qui est des émetteurs industriels, ceux qui déclarent donc des émissions entre 10 000 et 25 000 tonnes de CO2 équivalent par année peuvent décider de participer de façon volontaire au marché du carbone aussi. Ça, c'est nouveau dans la réglementation depuis cette année, je pense. Le droit d'émission, maintenant, ce qui a été changé, donc, quelle est la définition? Donc, c'est une unité d'émission de gaz à effet de serre, un crédit compensatoire ou un crédit pour réduction hâtive, ainsi que tout droit d'émission délivré par une entité partenaire, chacun ayant une valeur correspondant à une tonne métrique de gaz à effet de serre en équivalent CO2. Donc ça, c'est ce qui est échangé, les droits d'émission.
Dans cette définition-là, ce qui est important, je ne peux pas vous décrire en détail qu'est-ce que c'est qu'un crédit compensatoire, peut-être dans les questions, là, on pourra en parler. Non plus le crédit pour réduction hâtive, mais je voudrais surtout insister sur tout droit que dans la définition, c'est bien sûr un droit qui peut être donc donné par le gouvernement au départ, mais c'est aussi tout droit d'émission délivré par une entité partenaire. Ce qui permet ici de comprendre que pour remplir ces obligations ou pour avoir les unités d'émission, ça peut provenir de la Californie, parce que là, on a une entente avec la Californie. Ça pouvait provenir aussi de l'Ontario, parce qu'on avait une entente avec l'Ontario. Bon. Donc, ça peut être avec une entité partenaire. Donc, ça veut donc dire qu'il y a délocalisation. C'est la base même du système. C'est que les réductions d'émissions vont se faire là où c'est le moins cher de les faire. Parce que pour les émetteurs assujettis, ça va toujours être intéressant d'avoir le prix le moins élevé pour les unités qui sont acquises. Donc, c'est ce qui explique qu'il y a en partie une délocalisation éventuellement des réductions d'émissions. Bon, maintenant, les droits d'émission là, sont émis sous forme électronique. Tout ça est quand même, c'est un système très, très complexe. Ils sont identifiés de manière à les différencier selon les millésimes qu'on appelle, mais les années, également selon leur type comme tel. Je vous ai expliqué, bon, tout ça. Évidemment, les droits d'émission, c'est pour remplir les obligations de couverture en vertu de périodes de conformité qui sont déterminées par la législation québécoise. Et à la fin de chacune de ces périodes de conformité-là, les émetteurs assujettis qui sont obligés de détenir, ils ont un compte dans lequel ils ont un compte général, puis ils ont un autre compte de conformité, puis ils doivent prévoir donc de mettre dans leur compte de conformité à la fin de chaque période de conformité les unités qui sont nécessaires pour couvrir leurs émissions. Et là, ça couvre jusqu'à 2020 là, pour le moment. Maintenant, les droits d'émission, comment sont-ils acquis? Alors, il y a deux marchés. En fait, on parle de marché primaire du carbone et de marché secondaire. Alors, le marché primaire, ce sont les unités qui sont comme délivrées par les gouvernements. Donc, au départ, il faut que toutes les unités sont délivrées par les gouvernements des partenaires. Là. Donc, ça peut être une unité délivrée par le gouvernement du Québec ou de la Californie dans le contexte actuel. Quand on parle de marché secondaire du carbone, bien là, c'est à partir de ces unités-là qui ont été délivrées, bien, il peut y avoir des échanges. Ça peut faire l'objet, après ça, de spéculation. Donc, et ça, c'est quand il y a des échanges entre des participants au système, mais que ce n'est pas directement le fait qu'un gouvernement partenaire émette des unités. On parle de marché secondaire. Donc, je vais en parler assez peu. Mais pour ce qui est du marché primaire, il y a différentes façons. Puis ça, c'est la législation applicable qui le détermine. Mais au Québec, il y a eu des allocations gratuites. Donc, il y a certains droits d'émission, surtout en début de régime, qui ont été donnés de façon gratuite à certains émetteurs assujettis pour ne pas les pénaliser outre mesure dans certains secteurs particulièrement compétitifs ou des choses comme ça. Il y a ce qu'on appelle aussi les crédits pour réduction hâtive. Alors ça, c'était de reconnaître des réductions qui avaient été faites antérieurement à la mise en place du système, parce que déjà, des entreprises voyaient venir, bien sûr, que le système serait mis en place, puis on a reconnu, dans une certaine mesure, certaines unités de cette façon-là. Il y a après ça, ce qui est le plus gros lot là, de ce qui est mis en place par le gouvernement, c'est le système des ventes aux enchères. Donc, il y en a un maximum, je crois, de 4 par année en vertu de la législation applicable. Et il y en a eu des ventes aux enchères qui ont été faites seules par le gouvernement du Québec au début du système. Puis après ça, conjointement, donc avec la Californie. Les ventes aux enchères, donc, il y a un prix qui est fixé. Il y a toute une façon là, de fixer le prix, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un prix minimum et qui augmente chaque année de 5 %, je crois. Donc,
ça coûte toujours un peu plus cher d'acquérir des unités directement comme ça du gouvernement. Donc, elles peuvent être moins chères, les unités, si on les acquiert autrement, sur le marché secondaire, par exemple. Mais ce n'est pas le cas quand on les acquiert du gouvernement pour éviter certains écueils qu'on avait constatés dans d'autres régimes qui avaient été mis en place, notamment le régime européen. Donc, ça évite une chute massive éventuellement donc, du prix sur le marché, étant donné le prix minimum, le prix plancher qui est fixé. Il y a d'autres moyens, ce qu'on appelle la vente de gré à gré, mais c'est quand même, ça c'est quand un émetteur assujetti serait pris avec, il manquerait des unités, il peut toujours aller auprès du gouvernement, mais ça coûterait plus cher à ce moment-là. Et il y a ce qu'on appelle finalement les crédits compensatoires, qui peuvent couvrir jusqu'à 8 des émissions d'un émetteur assujetti. Alors ça, c'est des projets, en fait, c'est des unités qui sont délivrées par le gouvernement, c'est-à-dire c'est le gouvernement qui les atteste et qui va les délivrer, mais à la suite d'un projet fait par un promoteur qui va avoir réduit des émissions dans un autre secteur que ceux qui sont couverts. Donc, ça peut être, par exemple, en matière d'agriculture, des protocoles qui ont été... Donc, je n'entrerai pas dans le détail, mais il faut que ce soit accepté par le gouvernement comme type de projet et que ça vise à une réelle réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et ça permet donc, une fois que c'est accepté, bien, c'est d'autres unités qui peuvent être échangées, qui rentrent dans le système. Et la Californie aussi a, en vertu de sa propre législation, la reconnaissance de crédits compensatoires là, pour différents types de projets. Donc, tout ça entre dans le marché primaire. Et après ça, bien, éventuellement, il peut y avoir des transactions entre les participants, parce que le prix peut fluctuer et un émetteur assujetti peut ne pas, bien sûr, avoir suffisamment de droits d'émission pour remplir son obligation de couverture, donc est obligé d'acquérir par la suite ce qui lui manque, et donc soit participer à la vente aux enchères ou faire des négociations avec d'autres émetteurs assujettis ou des participants au marché. Je ne sais pas combien de temps il me reste, Paul? Oui, c'est bon? OK. Alors, ça, c'est en gros le fonctionnement du système québécois. Maintenant, je vais parler un peu plus de l'entente avec la Californie, puis un petit peu qu'est-ce que ça implique d'entrer comme ça en liaison entre partenaires. Là. Évidemment, c'est quand même c'est une expérience. Hein? Il faut comprendre que ces deux entités, le Québec, la Californie, c'est deux entités infra-étatiques. Et de la façon dont ça s'est fait, c'était dans un contexte où les deux gouvernements fédéraux n'avaient pas encore décidé de prendre des mesures pour réduire. Donc, ça s'est fait volontairement, si vous voulez, par des entités qui ont décidé de joindre leur marché. Et donc, c'est quand même intéressant et original comme façon de fonctionner. Puis beaucoup d'efforts ont été mis au niveau des deux gouvernements respectifs pour mettre en place ce système-là. Alors, ça a commencé avec, en fait, si on remonte un peu plus loin, donc en 2006, la Californie, donc, avait adopté sur son territoire une loi pour enjoindre, en fait, les entreprises, mais c'était comme plutôt un vœu, là. Donc, s'engageait à réduire ses émissions de gaz à effet de serre en 2020 pour atteindre le niveau de 1990, puis à consulter d'autres gouvernements pour essayer justement sur l'idée que, globalement, on peut atteindre le même objectif environnemental à un prix moins élevé si on permet sur un territoire donné, de faire les réductions là où il est le moins cher de les faire. Donc, l'idée de départ pour la Californie était donc de trouver des partenaires en Amérique du Nord pour essayer donc d'avoir un marché plus large éventuellement sur la base de cette idée-là. Et donc, c'est comme ça qu'a été créé ce qu'on appelle le WCI, donc le Western Climate Initiative, qui intégrait donc plusieurs États américains. Je pense que j'ai mis, vous avez ici, en fait, non, je vais revenir tantôt. Donc, qui intégrait plusieurs États au départ en 2007, plusieurs États américains, mais il y a aussi des provinces canadiennes qui se sont joints, donc, dont la Colombie-Britannique, le Manitoba, l'Ontario, le Québec.
Et donc, cette initiative-là avait pour but donc d'essayer de développer donc, des cibles régionales, éventuellement de réduction de gaz à effet de serre, et de prévoir éventuellement un registre interétatique pour répertorier les émissions, donc de fonctionner un peu en commun pour faciliter la mise en place de quelque chose qui s'annonçait quand même complexe. Puis, c'était donc dans le but de créer un marché commun de droits d'émission à partir de 2012, qui était fondé par ailleurs sur des législations étatiques puis provinciales harmonisées. Donc, il n'y a jamais été question d'élaborer un système entièrement avec des cibles qui seraient imposées à l'ensemble des partenaires. C'était de mettre en commun la législation, donc étant entendu que chacun des partenaires mettra en place un système de plafonnement et d'échange, donc de cap and trade, de façon à ce qu'on puisse harmoniser de façon que ce soit possible quand même de fonctionner et d'harmoniser les systèmes. Alors, il y a eu différentes initiatives. Ça, c'est des diapos, là, comme c'est ce qui était en 2010, mais je crois qu'on aura quelqu'un dans l'auditoire qui parlera de ce qui est en place aux États-Unis demain. Mais il y a eu différents systèmes à la fin des années 2000, début des années 2010, donc des différentes formes d'initiatives qui ont été envisagées, dont le Western Climate Initiative. Et dans le cas de la WCI, vous avez ici les partenaires initiaux du côté canadien et américain. En fait, certains étaient simplement de simples observateurs. La plupart, certains manifestaient un intérêt plus vif à être éventuellement des partenaires dans un éventuel marché du carbone. On a créé aussi en 2011 ce qu'on appelle la Western Climate Initiative Inc., donc une société à but non lucratif qui fournit le soutien, un soutien administratif et technique dans la mise en œuvre d'un système de plafonnement et d'échange. Donc, le Québec fait affaire avec la WCI pour certaines fonctions administratives liées au fonctionnement du marché. Donc, ça a été décidé par les partenaires éventuels que ça serait bien d'avoir un système commun. Donc, il faut savoir que ça existe, que c'est une entreprise, je crois que c'est une société fondée au Delaware, et il y a comme des aspects qui sont sous-contractés par le gouvernement du Québec à la WCI dans la surveillance du système et le fonctionnement du système d'échange, notamment, et également la gestion des ventes aux enchères. La WCI joue un rôle dans tout ça. Bon, finalement, même s'il y avait beaucoup de partenaires potentiels au début, pour faire ici une histoire courte, là, il reste le Québec et la Californie à l'heure actuelle qui sont vraiment des partenaires dans le marché du commun fondé sur cette entente-là de la WCI. Le marché du Québec et de la Californie, donc les deux législations respectives ont été adoptées. On l'a vu pour le Québec là, vers 2009, mais en fait, l'entrée en vigueur des régimes, ça a plutôt été janvier 2013, puis on a joint les marchés en janvier 2014. Donc, ça fonctionne depuis quand même plusieurs années. Il y a eu plusieurs fois des ventes aux enchères. Donc, ici, je vous mentionne la première qui a été conjointe entre le Québec et la Californie, a eu lieu le 25 novembre 2014, mais on est rendu, là, je ne sais pas, la 16e ou 17e, je ne me souviens plus, mais il y a des ventes aux enchères conjointes régulièrement, là, de 3 ou 4 par année. L'Ontario s'est joint aussi en 2017, mais comme le prochain présentateur après moi va expliquer, l'Ontario est en train de se retirer du système comme tel. Alors, l'entente initiale était entre le Québec et la Californie. Maintenant, il a été mis fin à cette entente-là par une autre, comme je vous ai expliqué, lorsque l'Ontario s'est joint au système. Et c'est cette entente-là qui continue à s'appliquer. Donc, c'est de là que je tire les principales dispositions dont je vais faire état brièvement. Et évidemment, cette entente-là prévoit qu'il peut y avoir d'autres partenaires éventuellement. Elle a été conclue dans cette optique-là de joindre éventuellement d'autres partenaires. Donc, il pourrait y avoir d'autres provinces, d'autres États américains qui pourraient éventuellement se joindre. Alors là, je n'ai peut-être pas l'intention d'aller dans le détail de tout ça, parce qu'il faut conclure. Mais
mais en fait, ce qu'on a mis, c'est intéressant de regarder le contenu de l'entente. Et j'ai plusieurs diapositives là-dessus, mais il y a des objectifs communs dans la mise en place du marché commun. Il y a des choses qui sont donc des réalisations communes, comme l'harmonisation réglementaire, évidemment, quand on parle de la mise en place d'un marché commun avec une entité partenaire, bien, il faut s'entendre sur qu'est-ce qu'il va y avoir dans les législations respectives, même si elles n'ont pas besoin d'être tout à fait équivalentes. Il y a des bases qui doivent être communes. Il faut pouvoir reconnaître mutuellement les droits d'émission qui sont délivrés par l'entité partenaire. Il faut prévoir la tenue de vente aux enchères. En tout cas, dans ce cas-ci, on l'a prévu. Donc, tout ça est prévu dans l'entente comme telle. La délégation aussi à la WCI, qu'est-ce que la WCI va administrer. Donc, ça aussi, c'est prévu dans l'entente. On reconnaît qu'il y a des possibilités d'abus, de fraude. Bon, ça, c'est peut-être l'aspect le plus faible des ententes. Il n'y a pas vraiment autre que on va négocier s'il y a des problèmes, mais il n'y a pas vraiment de façon, si éventuellement, par exemple, une entité partenaire annule des droits d'émission, puis ils ont été acquis par des émetteurs de l'autre entité, bien, qu'est-ce qui arrive avec ces émetteurs-là? Est-ce qu'ils vont être dédommagés ou qu'est-ce qui va... Alors, tout ça n'est pas directement dans l'entente. On prévoit simplement qu'il va y avoir de la négociation entre les... Il faut comprendre que c'est une entente administrative entre des gouvernements, donc entre l'exécutif des gouvernements concernés. Donc, ça rend ces ententes-là, il y a toujours une certaine forme de flou juridique autour de comment ça fonctionne. Donc, ça, c'est inhérent à la façon dont on a choisi de procéder. Et par ailleurs, bien, les possibilités de conflit sont quand même réelles dans la mise en œuvre du système. Donc, il y a ça qui peut être un aspect plus préoccupant. Maintenant, l'entente reconnaît essentiellement la compétence souveraine des parties. La réglementation, les objectifs ne sont pas les mêmes en termes de réduction des émissions pour la Californie et le Québec. Il y a beaucoup de choses qui sont prévues dans l'entente. Par exemple, les parties demeurent libres d'annuler éventuellement des droits d'émission qu'elles ont émises. Donc, on peut aussi se retirer moyennant de l'entente, moyennant une procédure là, qui est prévue ici. Alors, les enjeux juridiques, ben, je pense qu'on pourrait peut-être plus en parler pendant la période des questions, mais c'est sûr qu'il faut voir le système de plafonnement et d'échange comme une expérience extrêmement intéressante, mise dans un contexte entre deux entités, en fait, infra-étatiques, dans un contexte où on voulait faire quelque chose dans la lutte contre le réchauffement climatique et il n'y avait pas au niveau fédéral encore de mesures vraiment effectives. Maintenant, c'est un système qui repose sur la base de la possible délocalisation. Donc, il se peut qu'une grande partie des réductions soient faites éventuellement plutôt sur le territoire californien, si c'est moins cher pour les émetteurs assujettis québécois d'acquérir ces unités-là. C'est que le système veut ça. Hein? C'est l'idée même du système. Évidemment, pour le Québec, ce marché-là est important parce que le marché québécois serait probablement trop petit pour fonctionner seul, de besoin de partenaires éventuels. Donc, c'est ce qui explique aussi qu'on a retenu cette formule-là. Du côté de la Californie, je pense que c'est comme intéressant pour la Californie parce que ça permet de mettre de l'avant ses volontés environnementales et être chef de file en la matière. Donc, je crois que ça a été win-win dans les deux cas. Bon, maintenant, c'est pas parfait. Il y a toutes sortes d'aspects qui sont peut-être plus négatifs, mais c'est sûr que c'est un modèle qui peut servir pour d'autres initiatives de ce genre-là. Il y a la question des ententes, évidemment. Bon, sur le plan juridique, il faudrait pousser un peu plus probablement ce volet-là pour mieux comprendre le fonctionnement éventuel d'entente de cette forme-là. Il y a d'autres aspects aussi sur le plan juridique, comme par exemple les droits qui sont émis n'ont pas nécessairement le même statut juridique selon les différents partenaires éventuels. Donc, ça aussi, ça peut être un aspect qui peut mener à des conflits éventuels entre les parties ou entre des émetteurs assujettis. Mais
mais bon, dans l'ensemble, c'est un bon système. Maintenant, il y a des coûts. Hein. Le système, on dit souvent que on laisse aller plus la circulation des unités, tout ça, mais il faut comprendre que c'est un système qui est quand même complexe à mettre en place. Ça prend des législations et des réglementations compliquées qui sont mises, souvent, il faut s'ajuster aux partenaires, donc faire des modifications fréquentes sur le plan réglementaire. Et donc, il faut suivre un peu à la lettre tout ce qui se passe dans ce système-là. Et ça, ben, c'est peut-être une critique qu'on a un peu formulée. C'est difficile à comprendre pour les non-initiés de suivre vraiment qu'est-ce qui se passe dans ce système-là. Voilà, mais je pense que quand on regarde, quand on compare différentes façons de réduire les émissions de gaz à effet de serre, qu'on parle de taxation ou qu'on parle de cibles en vertu de secteur et puis d'imposer des limitations au niveau des émissions, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Il n'y a pas de système parfait. Et je crois que toutes les expériences sont quand même assez valables. Et donc, ça m'a fait plaisir, en fait, de vous parler de cette expérience-là québécoise. Merci.